Dans cet épisode, nous allons aborder une autre forme de résilience, celle du système immunitaire. En effet, que se passe-t-il lorsque, pour différentes raisons, le corps finit par se retourner contre lui-même? C'est ce que nous allons découvrir avec Adam Nour, naturopathe, mais un naturopathe pas comme les autres, puisqu'il n'a pas débuté dans le domaine de la santé, et c'est sa santé elle-même qui l'a poussé dans cette direction. Bonjour à toutes et bonjour à tous, mon nom est David Germeau, je suis nutritionniste, entraîneur, expert des sciences du bien-être. Et dans ce podcast, j'invite des experts qui ont cette double casquette, à la fois une expertise reconnue par leur pairs professionnellement et de l'autre, un vécu personnel de ce que nous allons échanger. Dans cet épisode donc, nous allons découvrir les stratégies, les ressources dont nous avons besoin lorsque la résilience est à aborder avec notre propre système immunitaire. Je vous souhaite donc une excellente écoute. Eh bien, bonjour Adam, comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien, je vais très bien, David. Et toi, comment vas-tu? Écoute, je vais bien, je suis très heureux de t'avoir en interview. On le disait justement avant de débuter ce podcast que ça fait un moment que je suis ton travail et tu cadres vraiment bien dans la mission de ce podcast cette saison, qui est de pouvoir interviewer des gens qui ont à la fois une expertise dans un domaine bien spécifique de la santé, mais en même temps qui ont un vécu. Alors évidemment, on ne va pas demander à tous les experts de la santé d'avoir vécu toutes les possibilités imaginables de déséquilibre. Mais quand je peux parler à quelqu'un comme toi, c'est vraiment très intéressant parce que, évidemment, ce qu'on apprend dans les livres, c'est une chose. Mais quand on a Mm. vécu comme toi des symptômes pendant aussi longtemps, avec toute cette recherche, eh bien, je pense que c'est vraiment valorisé. Enfin, en tout cas, c'est vraiment utile pour les gens qui vont nous écouter, qui peuvent éventuellement se reconnaître. Alors, si tu me permets, Adam, avant de parler plus technique, j'aime bien toujours rentrer un peu dans l'univers, dans l'histoire de la personne, justement pour comprendre ce cheminement. Et j'ai une première question pour toi. Parce que quand on lit ton histoire, et je partagerai ce lien spécifique sur ton site avec toute ta biographie, mais on a l'impression que tu viens d'une planète un peu comme la planète Krypton, avec des super pouvoirs. Donc, est-ce que tu peux nous rassurer? Comment est-ce que tu as grandi? Est-ce que, étant enfant, adolescent, tu avais comme ça des super pouvoirs? Est-ce que tu étais déjà un sportif élite avec des potions magiques? Ou est-ce que tu as eu une enfance, une adolescence tout à fait normale? Alors, j'aurais bien aimé te dire que j'avais des super pouvoirs parce que j'étais fan de super-héros. Oh ben voilà. Voilà, alors j'étais fan des X-Men surtout. Ne me demande pas pourquoi, mais c'était une obsession. Mais du coup, non, je n'ai pas de pouvoirs, si ce n'est que j'étais un enfant plutôt en bonne santé. Voilà, très calme, très doux. J'ai grandi à la campagne, dans une région mais du coup très verte, avec beaucoup d'animaux, d'espace. Je pratiquais beaucoup de sport quand j'étais plus OK. jeune. J'ai touché à pas mal de choses, du foot, du tennis, du vélo, du roller, de la natation, du karaté. Voilà. Tu Donc, sais, quand des sports quelque part loisirs, tu n'étais pas dans une optique de compétition, de dépassement de soi, parce que je pense que par rapport à ce que tu as réussi par après, c'est important. Souvent, dans des interviews, on se rend compte que les gens qui réalisent éventuellement des choses adultes ont déjà eu cet entraînement de dépassement de soi quand ils sont plus jeunes. Mais si je comprends bien, de ton côté, c'était vraiment sport-loisir, campagne, une vie, je dirais, comme beaucoup d'adolescents ou de jeunes. Alors, concernant le sport, oui, c'était plus ludique. C'était vraiment m'amuser avec mes amis et puis me dépenser. Le côté un peu compétitif, émulation, je l'ai plutôt ressenti au niveau de mes études. C'est ça. Oui, parce qu'effectivement, tu t'es dirigé vers des études quand même qui sont intenses, qui sont les études de droit. Tu as été avocat, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, en fait, j'ai obtenu un bac économique et social et j'étais ni vraiment littéraire ni matheux scientifique. J'étais un peu entre les deux. J'étais plutôt bon partout, mais sans être non plus brillant. Et j'avais une profonde aversion pour l'injustice.
Je C'est ça. détestais l'injustice. J'aimais bien écrire, j'aimais bien rédiger. J'avais une bonne mémoire. Voilà, je pouvais apprendre de grosses quantités d'informations par cœur. Et du coup, je me suis dit, ben, le droit, c'est pas mal. Ça peut mener à plein de choses si jamais ça me plaît pas tant que ça. Du coup, je me suis inscrit après mon bac en faculté de droit. Et finalement, ça m'a beaucoup plu. Donc, j'ai obtenu un master 2. Donc, c'est 5 années d'études en droit. C'est ça. Puis après, j'ai passé le concours, enfin l'examen du barreau. Et en fait, c'est là que je suis tombé malade. C'est ça, parce qu'effectivement, c'est pour ça que ton histoire me paraissait intéressante pour que les gens puissent comprendre effectivement que tu ne viens pas de la planète Krypton avec des super pouvoirs et que malheureusement en 2015, ton état de santé s'est fortement détérioré en quelques mois, en 6 mois, avec une liste impressionnante que l'on peut lire justement sur ta biographie de symptômes que la plupart des gens n'ont même pas idée. Hein, j'en cite quelques-uns, névralgie généralisée, neuropathie, parasthésie, brûlure au niveau du cerveau. Donc, c'est des symptômes qui sont quand même très intenses au quotidien. 25 spécialistes durant 10 mois d'errance, avec une seule réponse, vous n'avez rien, monsieur. Et donc, j'imagine que le traitement qu'on t'a donné, c'est des antidouleurs, hein, ces fameux antidouleurs qui, malheureusement, d'ailleurs, on le voit aux États-Unis, a créé beaucoup de dépendance aussi. Donc, c'est même pas une solution. Et là, ma deuxième question pour toi, Adam, c'est psychologiquement, comment fait-on quand on a comme ça autant de douleurs, autant de souffrances physiques au quotidien, et que la seule réponse qu'on nous donne, c'est vous n'avez rien, voilà, prenez des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Comment est-ce que psychologiquement tu l'as vécu? Psychologiquement, c'est extrêmement difficile. Je pense même que c'est plus difficile d'un point de vue psychologique que physique finalement. Déjà, il y a la peur. On a peur de nos symptômes. On a peur que notre état continue de se dégrader. On a peur que les médecins ne parviennent pas à poser un diagnostic. On a peur de devoir vivre avec ces douleurs toute notre vie. Donc, je dirais que l'émotion négative la plus prégnante, finalement, c'est la peur. Cette peur, oui. Au-delà de la peur, il y a beaucoup d'incompréhension. On ne comprend pas ce qui arrive à notre corps. On consulte plein de médecins, mais personne ne trouve rien. Du coup, ben, on comprend pas en fait comment on peut se sentir si mal, comment on peut avoir autant de symptômes et que rien ne ressorte finalement au niveau des analyses, au niveau des consultations, au niveau des radiographies. Donc, il y a de l'incompréhension, il y a de la frustration, il y a de la colère, il y a aussi beaucoup de solitude. On se sent seul, on a beau être entouré par notre famille, par nos amis qui nous écoutent, hein, voilà, qui prennent le temps. Bah, finalement, on reste quand même les, les seuls à subir ce qu'on est en train de subir dans notre corps. Donc, psychologiquement, c'est très difficile. Et ce que tu Et dis, que puis, je t'interromps un instant, ce que tu dis est vraiment important parce que c'est quelque chose qui revient quand on vit un défi au quotidien, quel qu'elle soit. Ben, on est les seuls à pouvoir prendre des décisions, à se lever le matin, à faire des choix. Mais là, ce qui est très particulier par rapport à ton histoire, c'est que tous tes symptômes, tu les sens, tu les vis. Maintenant, ça ne se voit pas, hein, c'est pas une plaie, c'est pas voilà, c'est pas quelque chose. J'imagine que tu devais être très fatigué par rapport à tout ça, mais voilà, des gens fatigués, il y en a beaucoup. Et quand les spécialistes disent, ben voilà, vous n'avez rien, en tout cas, il n'y a pas de diagnostic spécifique. Oui, je comprends très bien que ça doit être une sensation d'énorme solitude. Et puis finalement, ce diagnostic, il arrive quand même. hmm. Infection chronique avec une corrélation avec les maladies auto-immunes. On va justement en parler parce que c'est justement ton corps et toi-même qui êtes face à face. Et là, du coup, tu passes d'une situation qui est, ben, vous n'avez rien, c'est un peu le néant, voilà, tu es dans le vide, et donc effectivement, tu te poses pas mal de questions, à une condamnation, parce qu'on te dit c'est une maladie Hmm. incurable, il n'y a pas de traitement. Justement, à ce moment-là, donc tu m'as parlé de la colère, de la peur, de la solitude.
Et là, on te donne un diagnostic. Comment est-ce que tu as passé cette nouvelle étape? Parce qu'on sait très bien que le cerveau, lorsqu'il n'a pas de solution, c'est très difficile pour lui à gérer. Quand il y a une porte, une option, là, on peut se dire, oh, je m'y engouffre et on peut quand même mentalement s'investir. Mais là, on te dit, c'est une maladie incurable. Et pourtant, toi, tu ne vas pas t'arrêter là. Comment est-ce que tu l'as vécu en Mhm. passant de la peur, de cette colère, de cette solitude, surtout qu'à ce moment-là, et tu le partages justement sur ton site, tu as beaucoup d'amis qui se sont éloignés parce qu'ils ne sont pas toujours très adroits, on ne sait pas comment réagir face à cela. Et tes parents sont à ce moment-là dans une période difficile pour eux puisqu'ils se séparent. Donc, au-delà de la solitude que tu as vécue au départ, mais là, c'est encore plus fort. Alors, où est-ce que tu es allé chercher cette envie de quand même trouver une solution? Et c'est pour Mhm. ça que je vous trouvais que c'est intéressant de revenir un peu sur ton enfance et ton adolescence. C'est que tu n'as pas spécialement vécu, étant enfant, un événement qui t'aurait préparé là. Là, à Mhm. part des études en droit dans lesquelles tu as eu relativement facile, je dis relativement, parce que je me doute bien que Mhm. des études en droit, c'est pas évident, mais il faut déjà avoir une certaine facilité de mémorisation pour y arriver. Mais qu'est-ce qui t'a permis de, comme ça, pousser les portes et de dire non, je vais pas me contenter de ce diagnostic-là? Alors, j'ai beaucoup de choses à répondre à cette question. Du coup, oui, comme tu le disais, quand le diagnostic tombe, enfin, ben, d'une part, il y a un soulagement parce que j'ai enfin des réponses concrètes vis-à-vis de tous ces symptômes qui me rongent depuis 9 mois à ce moment-là. Mais à côté de ça, eh bien, c'est aussi le début du cauchemar parce que quand tu commences à lire et à t'intéresser, à te documenter sur la maladie de Lyme, tu te rends compte que c'est une maladie qui est extrêmement complexe, que c'est une maladie où il y a très peu de témoignages de guérison. Mhm. Il y a des personnes qui arrivent à aller mieux, mais elles rechutent souvent. Euh, donc, en fait, tu n'as pas beaucoup d'espoir finalement. Et puis en plus, il va falloir t'accrocher parce que pendant les traitements, souvent, ton état s'aggrave. C'est ça, oui. Étant donné que quand tu tues les bactéries de Lyme, elles relâchent des toxines qui sont pro-inflammatoires. Donc, quand on te traite, finalement, tes symptômes augmentent. Du coup, j'étais partagé entre deux sentiments. Le soulagement d'avoir un diagnostic précis qui démontre que je ne suis pas fou, parce que j'étais arrivé à un stade où je pensais que c'était dans ma tête. Clairement. Parce que quand tu vas voir 25 spécialistes, que tu as une cinquantaine de symptômes qui ressemblent à tout et à rien, que tous les spécialistes te disent que tout est normal, parce qu'en effet, c'est une maladie qui est invisible. Il y a beaucoup de maladies invisibles où ben, la personne ne porte pas sur elle ses symptômes. Et donc, quand ils voient arriver un jeune de 24 ans qui a l'air plutôt en forme, hein, voilà, qui a une situation normale, qui n'a pas de problème et qui dit ben, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal en bas, ça bouge toute la journée, etc. Bah, les médecins, ils sont un peu bouche bée, quoi. Est-ce qu'ils t'ont Donc, envoyé chez un psychologue à un moment ou à un autre en se disant, lui, il invente? on m'a parlé de dépression masquée. Donc, dépression masquée, c'est-à-dire que j'ai une dépression, mais qui est tellement enfouie que finalement, elle ne se voit pas. Mais qu'en fait, Mm. au fond, c'est que je suis dépressif. Mm. Et j'étais arrivé à un stade où je m'étais dit, ben, écoute, si tu es moi, je crois au concept de la somatisation. Bien Ça sûr, existe. bien sûr. Quand tu es stressé, que tu vas avoir la mâchoire qui se crispe, que tu vas avoir mal au ventre. Donc, ben, je me suis dit, ben, s'il n'y a que cette piste à explorer, je vais l'explorer. Et donc, j'ai commencé à étudier la somatisation, le lien entre le corps et l'esprit. J'ai acheté des bouquins, etc. Mais si tu veux, ça sonnait faux, ça résonnait pas. Je sentais que c'était pas ça. Mm. Certes, j'avais des petites peurs vis-à-vis de mon avenir. Quand on est à la fin de ses études, on se demande si on va trouver un boulot. Voilà, j'avais des petits trucs que je n'aimais pas forcément dans ma vie, mais comme tout le monde, j'avais pas de gros problèmes, j'avais pas de problématiques qui feraient que mon corps, enfin que mon esprit fasse autant de mal à mon corps Mhm. physique. C'est ça. Donc très vite, j'en suis revenu.
j'ai recommencé les recherches vraiment au niveau physiologique. Mhm. Et du coup, une fois que le diagnostic tombe, eh ben, ce qui me permet de me battre, je crois que c'est mon instinct de survie. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a permis de mobiliser des ressources enfouies en moi pour chercher des solutions, Ouais. pour étudier. Quand, euh, Quand tu perds tout comme ça, ta santé physique, tes capacités, oui, donc tes capacités physiques, ta vie professionnelle, ta vie sociale, ton indépendance, ton insouciance, que tu reviens en fait à l'état comme si tu étais un enfant parce que tu dépends en fait de tes parents alors que tu étais sur le point de commencer enfin à exercer le métier pour lequel tu as étudié durant toutes ces années. Ouais. Quand il y a tout ça qui se passe, je pense que c'est quelque chose de très primitif qui prend le dessus. Et en fait, c'est ton instinct de survie. Donc, au Et départ, c'est vraiment ça. c'est ça. Et c'est vraiment, c'est vrai, c'est passionnant ce que tu viens de dire parce que c'est quelque chose que j'ai longtemps cherché à travers. Alors évidemment ici, toi, tu l'as vécu avec un niveau de douleur très élevé, mais tu as aujourd'hui tu es naturopathe, donc tu as une patientèle et parfois on aura envie de secouer un peu la personne qu'on a devant nous parce que elle manque un peu de cet optimisme vers un mieux-être. Et toi, est-ce que tu avais un rêve que tu voulais absolument réaliser qui t'a permis, ou est-ce que c'est juste cet instinct, on va dire le gut feeling, l'instinct de survie, Ouais. mais viscéral qui t'a fait bouger? En fait, ça me fait sourire parce que tu me devances, parce que j'allais exactement parler de ça. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est l'instinct de survie, c'est quelque chose de très primitif. Mais ensuite, petit à petit, ce qui te permet d'avancer et de tenir bon durant tout ce processus de recherche, de traitement, d'effets secondaires, etc., c'est ton amour pour la vie, Hmm. c'est tes ambitions, c'est tes rêves. C'est vraiment ça. Dans le sens où tu n'as pas envie d'être réduit à rien, tu as envie d'aller mieux pour croquer la vie à pleines dents. Moi, à ce moment-là, j'étais assez jeune, j'avais 23, 24 ans. J'étais dans la fleur de l'âge à la fin de mes études et j'avais envie d'expérimenter plein de choses. J'avais envie euh, de me développer d'un point de vue professionnel, oui, de m'épanouir d'un point de vue professionnel. J'avais envie de voyager, j'avais envie de faire la fête, de rencontrer l'amour, de découvrir de nouvelles cultures. En fait, j'avais envie de vivre, quoi. Et en fait, ton corps te dit non. Et est-ce que justement, par rapport au choix de tes études, tout à l'heure tu l'as dit, j'ai quelque chose contre l'injustice, je ne supporte pas l'injustice. Est-ce que tu as ressenti ça? Est-ce que tu trouvais que c'était injuste? Non, alors j'ai pas ressenti ça parce que depuis tout petit, j'ai jamais eu ce réflexe, tu sais, face à une difficulté de me dire, ah, pourquoi moi? C'est ça, J'ai toujours détesté, en fait, cette forme de victimisation parce c'est ça. que j'ai un esprit très pragmatique et en fait, je ne crois pas que les choses nous arrivent pour une raison Ok. particulière. Je pense que parfois, il y a des horreurs qui peuvent arriver. C'est-à-dire que tu peux, voilà, je ne sais pas, tu peux traverser la route, te faire écraser, perdre un proche, etc. J'avais déjà conscience de ça, même si j'avais été plutôt épargné par la vie. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu cette conscience-là que la vie était remplie d'aléas, de risques. Et comme je suis assez pragmatique de nature, j'ai jamais vraiment ressenti l'intérêt de me positionner en victime. Parce qu'en fait, ça va pas me permettre d'avancer. C'est ça, de victime ou même de comprendre pourquoi toi tu voulais avancer. Le but c'était de trouver la solution et de d'avancer. Oui, et du coup, une fois que tu avances dans le processus, au-delà de ces rêves, de ces ambitions que tu portes, ce qui te permet de tenir bon, mais ça, c'est un petit peu plus loin dans le processus. Donc, au départ, c'est l'instinct de survie. Après, c'est le rêve, l'ambition, l'amour pour la vie. Et puis après, c'est de donner un sens à l'épreuve. C'est ça, de Et la ça, transformer. c'est très important. Donc, tu peux donner un sens à l'épreuve soit en trouvant des aspects positifs qui sont nés, qui émanent de cette épreuve. Donc, je peux t'en citer plein, hein. Le fait d'avoir découvert ta capacité de résistance, de résilience,
d'avoir développé un niveau de conscience plus élevé, d'avoir développé peut-être un esprit critique, d'avoir découvert des qualités jusque-là insoupçonnées, une âme créatrice, un talent d'écriture, des qualités artistiques, devenir plus empathique, devenir plus écologique. En fait, Ouais, tu peux trouver plein d'aspects positifs quand tu subis ce type d'épreuve, et notamment la maladie, je pense, parce qu'il n'y a rien de plus profond et d'intime que la maladie, finalement. Enfin, il y a peut-être quelque chose de plus profond et de plus intime, mais en tout cas, ça fait partie des épreuves c'est vraiment qui ça. te obligent à faire une introspection profonde, je pense. Donc, tu peux donner un sens à l'épreuve en faisant ça, et c'est ce que personnellement j'ai fait. Et le bonus, si tu veux vraiment donner un extra, un sens encore plus puissant, je dirais, c'est de partager en fait ce que tu as vécu et tes connaissances pour en faire profiter les autres. C'est ça. Et donc, c'est ce que tu as fait parce qu'une fois que tu as eu ce diagnostic, tu as débuté un chemin très intéressant. Moi qui suis également nutritionniste et passionné de ces sciences de la santé, du bien-être, parce qu'aujourd'hui, on vit à une époque extraordinaire parce que à la fois, c'est surprenant qu'en 2015, on te dit, avec tous ces symptômes, monsieur, vous n'avez rien. Je veux dire, mais en 2015, on devrait tout connaître. Mais à la fois, en étant connecté avec, alors tu en as une vingtaine ou une trentaine, voire une cinquantaine de personnes que tu as étudiées, tu as fait des formations, des lectures, tu as contacté des chercheurs, tu as été vraiment analyser tout ce que tu pouvais analyser pour pouvoir comprendre comment ton corps réagissait. C'est là que tu as découvert qu'effectivement, cette maladie de Lyme, cette bactérie avait réveillé d'autres problématiques comme Mm. intoxication aux métaux lourds, problématique de moisissure, qui est effectivement quelque chose que je rencontre de plus en plus en consultation et pour lequel on n'a pas vraiment de solution ou de protocole aujourd'hui. Maintenant, ça a changé puisque tu as amené pas mal de choses dans le domaine. Tu as débuté des régimes spécialisés, des cures détox, des drainages. En fait, tu as énormément testé sur toi-même. Et Mm. lien avec tes études, tu l'as dit tout à l'heure, tu as une capacité de mémorisation qui est assez impressionnante. Et là, d'autant plus lorsque tu es dans la douleur, parce qu'évidemment, quand on est dans la douleur, la mémoire, la concentration, elle est altérée. Mais là, tu pouvais étudier jusqu'à 6 à 8 heures par jour, dis-tu, dans ta biographie, sur tous les protocoles des spécialistes. Tu trouves des contradictions et tu essaies justement de trouver ton propre protocole par rapport à cette problématique. Et là, Adam, si tu me permets de faire une petite parenthèse, parce que pour ceux qui nous écoutent, eh bien, on a déjà parlé de la maladie de Lyme, on a aussi également parlé des problèmes d'auto-immunité. L'auto-immunité, c'est quelque part, mais tu vas pouvoir compléter cela, ton corps qui se bat contre lui-même parce qu'il confond certaines agressions. Est-ce Ouais, que ouais. tu pourrais un petit peu définir ce qu'est une maladie auto-immune de manière générale et dans la problématique de Lyme en particulier? Oui, alors une maladie auto-immune, comme son nom l'indique, c'est une maladie dans laquelle ton système immunitaire va, en quelque sorte, donc je fais de la vulgarisation, t'attaquer, se retourner contre toi et attaquer tes propres cellules. Et on voit depuis quelques décennies que le nombre de maladies auto-immunes augmente de Oui, manière assez exponentielle. Ce que j'aimerais dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que si les maladies auto-immunes sont en train d'exploser dans le monde, bah, c'est qu'il y a une raison en fait. bien C'est pas sûr. un hasard. Et en réalité, c'est parce que notre environnement est en train de changer. Je m'explique. En fait, il faut bien comprendre qu'on a une part en nous de prédisposition génétique. Nos gènes, ils constituent environ que 2% de notre ADN. C'est ce qu'on appelle l'ADN codant. Et Mhm. ensuite, tu vas avoir 98% de l'ADN restant qui est directement responsable de l'expression de tes gènes, qui lui dépend de l'épigénétique, c'est-à-dire de l'environnement, le mode de vie, les habitudes de vie, etc. Du coup, les prédispositions génétiques, elles sont relayées au second plan, et c'est vraiment l'épigénétique qui va faire que tes gènes faibles ou tes prédispositions génétiques s'activent ou non, Ou pas, oui. ou pas. Ça, c'est très important. Donc, l'épigénétique positive, entre guillemets,
bah, c'est une alimentation physiologique, c'est un sommeil réparateur, c'est une activité physique équilibrée, une bonne oxygénation, donc bien respirer, un air qui ne soit pas pollué, le contact avec la nature, le soleil, l'air frais, etc. Ce que tu penses aussi, tes croyances, donc des pensées positives, ton épanouissement personnel, un microbiote riche et équilibré. Ça, c'est tout ce qui va être plutôt défavorable à l'expression, à l'activation de tes prédispositions génétiques, entre guillemets, négatives. C'est ça. Et puis l'épigénétique négative, bah, c'est tout le contraire. C'est l'alimentation industrielle, c'est la déshydratation, les carences nutritionnelles, les pensées négatives, les toxines environnementales. Et donc là, en effet, ça inclut les moisissures. Tu parlais des moisissures, ça inclut les métaux lourds, etc. Je pourrais en parler peut-être plus en détail tout à l'heure. Mais parce que justement, si on parle des moisissures, j'en reparlais récemment lors d'une conférence. C'est vrai qu'aujourd'hui, à force de vouloir isoler absolument nos maisons, ben, elles ne sont plus suffisamment ventilées. Et donc, la modernité, finalement, a voulu nous donner un certain confort, Oui, mais a diminué finalement certaines capacités de résilience. Si je reviens justement sur la maladie de Lyme, c'est donc un tic qui est porteur de la maladie. Et alors, ce n'est pas ma spécialité. Ça, c'est vraiment un domaine que je ne connais pas du tout. Donc, est-ce que je me trompe si je dis que même si un tic est porteur de la maladie, ça va dépendre de la personne pour la réaction et le développement de la maladie. oui, tout à fait. En fait, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre déjà de la tique en elle-même, de quoi est-elle infectée? Est-ce qu'elle est infectée de une seule bactérie, de plusieurs OK, bactéries, de bactéries et d'autres infections comme les protozoaires, les virus, etc. Donc, déjà, la tique, elle peut être faiblement infectée ou très infectée. c'est ça. Après, parmi les borrélioses, donc les borrélioses, c'est les bactéries qui composent la maladie de Lyme dans son sens strict et originel, en fait. Parce que si tu veux, il y a la borréliose et il y a toutes les co-infections, c'est les autres infections qui peuvent être transmises par la tique. Mais rien que chez les borrélioses, ben, il y a des souches différentes. C'est ça. Et les souches n'ont pas forcément toutes le même degré de virulence. C'est Donc déjà, ça. il y a ça. Et ensuite, en effet, il y a le terrain de la personne, ses prédispositions génétiques, sa charge toxique. Est-ce que la personne a des facteurs aggravants? Donc, par exemple, l'intoxication aux moisissures, c'est un facteur aggravant. L'intoxication aux métaux lourds, c'est un facteur aggravant. Si la personne elle a déjà des troubles digestifs ou des parasites intestinaux ou un SIBO ou une candidose, c'est un facteur aggravant. C'est ça. Et c'est vraiment la rencontre entre la tique et le terrain qui fait que la maladie va prendre des proportions qui peuvent être dramatiques et sensationnelles, ou alors ne va pas du tout s'exprimer. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont piqués toute l'année par des tiques, par exemple les gardes forestiers. C'est ça. Bah, ils peuvent être piqués toute l'année par des tiques et ils se portent comme des charmes, ils n'ont aucun problème de santé. Et puis il y a des personnes, elles vont être piquées une fois et ça va être une déflagration de symptômes, ils peuvent être paralysés, parfois aveugles. Donc ça va vraiment être la rencontre entre un terrain favorable à l'établissement de la maladie de Lyme sous sa forme chronique et grave, et la charge pathogène en fait qui est transmise par l'insecte. C'est ça. Et du coup, toi, c'est ce qui s'est passé. Tu as cette tique qui t'a infecté. Ton corps s'est finalement mis à réagir de plus en plus intensément, justement par rapport à un terrain qui avait déjà été un peu, je dirais, fragilisé. Quelle relation, pendant tout ce processus-là, as-tu avec ton corps finalement? Parce que se dire, dans ce podcast, j'ai à plusieurs reprises parlé de challenge de vie.
qu'une personne peut rencontrer et l'importance justement d'avoir des ressources physiques pour faire face à un deuil, faire face à d'autres problématiques. Mais là, finalement, tu te bats contre toi-même, mais tu dois soutenir ton corps contre lui-même. Donc, c'est une relation qui doit être à la fois particulière pour le corps lui-même, mais comment toi, tu as, dans ce processus, euh, euh, communiqué avec ton corps de manière, voilà, est-ce que tu le voyais comme un ennemi? Parce que ça, c'est problématique. Tu disais la pensée positive est importante, mais tu peux pas prendre ton corps comme un ennemi. Il est là, il pense faire du bien. Donc, comment est-ce que comment ça a évolué pour toi, cette relation? Bah, c'est très intéressant comme question parce qu'en fait, c'est une question qui est fondamentale et qu'on n'aborde pas beaucoup. Alors moi, je l'ai très subrepticement abordé dans mon témoignage, mais je pense que j'avais un rapport qui était ambivalent avec mon corps, parce que quand tu te traites pour la maladie de Lyme, et même quand tu ne te traites pas d'ailleurs, en fait, tu es très à l'écoute de tes symptômes. Parce que tu veux, bah, tu les notes, tu veux comprendre, tu essayes de voir s'il y a des liens avec ce que tu manges ou avec certains facteurs extérieurs. Ça, c'est plutôt quand tu es malade, mais même quand tu es en traitement, finalement, c'est bien de tenir un journal de bord où tu notes tes symptômes. Donc, d'un côté, tu es assez connecté à tes sensations, et puis d'un autre côté, tu prends de la distance avec. Et surtout, tu utilises en fait le pouvoir de l'esprit pour prendre le pas sur tes symptômes physiques. Mm. Je vais essayer de m'expliquer parce que je ne suis pas sûr que ce soit très clair, mais en fait, il y a des techniques très concrètes qui te permettent, alors que tu es physiquement en souffrance, de positiver, Mhm. de soutenir le processus de guérison. Donc, par exemple, il y a l'écriture thérapeutique. Mhm. Donc, comme tu me disais là, il y a 5 minutes, est-ce que tu voyais ton corps comme un ennemi? Ben justement, alors peut-être que intuitivement ou inconsciemment, j'allais vers ça parce que j'étais en souffrance, mais de manière consciente, j'allais écrire au contraire sur une feuille, mon corps est fort, j'aime mon corps, je vais guérir, je suis en train de guérir, mon corps est en train de se régénérer. Et ça peut paraître anodin comme ça, mais en fait, à force d'écrire quelque chose, bah, ton cerveau, il finit par le croire. Et du coup, ça soutient le processus de guérison. Et puis, ça permet de déployer l'énergie et les réactions physiologiques qui vont te permettre de concrétiser cette croyance dans la réalité. Donc, il y a l'écriture thérapeutique qui est très facile et pour moi très puissante. Tu peux aussi faire de la visualisation, Oui. c'est-à-dire que tu t'imagines en pleine santé. Ça va te permettre également de mobiliser des mécanismes réparateurs dans ton corps. Alors, je fais une petite parenthèse parce qu'effectivement, certains peut-être qui nous écoutent disent, voilà, visualisation, c'est bien joli, mais c'est une technique qui a été utilisée chez les sportifs de haut niveau, mais qui a été euh, abandonnée parce que, Mhm. entre autres, chez les skieurs professionnels, ils se sont rendus compte que ils visualisaient la descente mentalement et ça les épuisait déjà, donc ils étaient moins bons parce que leur cerveau Mhm. avait eu l'impression de faire la descente et donc ils étaient déjà fatigués. Donc, et clairement, la visualisation a beaucoup été étudiée. Et oui, si tu le pratiques évidemment régulièrement, alors je ne sais pas pendant combien de temps ça t'a pris pour passer de je fais l'exercice et je vis l'exercice, mais comme tout, ça demande de l'entraînement, mais c'est très puissant, effectivement. Ben oui, parce qu'en réalité, le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, entre ce que tu penses et ce qui est concrètement véridique factuellement. Donc, si tu penses, par exemple, que tu es, je ne sais pas, si tu penses que tu es intelligent, ou si tu penses que tu es beau, ou si tu penses que ça va bien, bah, ton cerveau, il va finir par le croire. Alors que si tu penses que ça va pas, que tu n'es pas intelligent, que tu n'es pas beau, moi je dis des bêtises, hein, mais du coup, ton cerveau aussi va le croire parce que finalement, bah, ton, ton, ton- ta réalité intérieure, elle dépend de tes pensées, de tes croyances. Et Clairement. ta réalité intérieure, même si elle est en dissonance, en contradiction avec avec ce qui se passe dans ton corps,
bah, ton esprit, il a quand même une part de pouvoir dans ton bien-être global, hein. Et donc, même si ça ne va pas physiquement, j'encourage les personnes à pratiquer ça, l'écriture thérapeutique, la visualisation, la méditation, la pleine conscience. C'est des techniques qui soutiennent le processus de guérison. Voilà, et Et ce que tu dis est vraiment important parce que tu dis qu'ils soutiennent, parce que ça peut oui, pas être limité à ça. Et c'est là parfois où on a des personnes qui vont un peu dans les extrêmes, c'est que oui, la visualisation ne suffira pas à soutenir ton système immunitaire par rapport à cette bactérie. Tu vas avoir l'aspect nutritionnel, comme tu l'as dit, qui est vraiment énorme. Tu vas avoir la qualité du sommeil, mais on peut ajouter cette visualisation positive ou cette pensée positive ou cette écriture parce que ça va ajouter un impact euh, euh, psychosomatique puisque ça va dans un sens mais ça va aussi dans l'autre. oui, c'est exactement ça. En fait, ce que tu es en train de décrire, c'est la définition même de l'approche holistique. C'est-à-dire C'est qu'on ça, travaille sur le mental et sur le physique. On ne va pas miser que sur le physique parce que de toute manière, le physique et le mental sont imbriqués. Si tu vas pas bien physiquement, généralement, tu vas pas bien mentalement et vice-versa. et Donc, vice-versa. déjà, si tu casses ce cercle, enfin, si tu rentres plutôt dans ce cercle vertueux où tu vas soutenir ton corps dans le processus de désintoxication, de lutte contre l'inflammation, de lutte contre les infections, et qu'en plus, avec ton mental, tu soutiens ça parce que tous les jours, tu positives, tu crois, t'écris, et ben en fait, pour moi, tu peux que aller mieux finalement. C'est ça. Alors, aujourd'hui, Adam, tu n'as plus de symptômes depuis plusieurs années. En tout cas, c'est sous contrôle. Euh, tu, euh, tu es à la fois naturopathe et un ancien, ou je ne sais pas comment on appelle ça, si on est un ancien victime de Lyme, ou je ne sais pas, on va pas mettre trop de pression là-dessus, mais avec cette double casquette, le fait de l'avoir vécu, de l'avoir étudié, selon toi, de quoi a besoin le corps de Hmm. manière générale lorsqu'il est comme ça dans une situation de stress auto-immune. Parce que tu l'as dit, il y a de plus en plus de problématiques de maladies auto-immunes. C'est très compliqué de trouver des solutions dans la médecine allopathique. La médecine holistique ouvre des portes. Mais selon toi, avec ton expérience, finalement, pour pouvoir se battre, ou, alors je ne sais pas si tu utilises d'autres vocabulaires avec tes patients, mais de quoi finalement le corps a-t-il besoin pour petit à petit, parce qu'en plus tu l'as dit tout à l'heure, mais je vais le reprendre, hein, quand tu as débuté ton protocole, les 9 premiers mois, tu avais cette fameuse réaction de Herxheimer, si je parle Hmm. bien allemand, qui est effectivement les parasites, les champignons, toutes ces bactéries qui n'ont pas envie de mourir. Et donc quand elles meurent, elles produisent justement des molécules inflammatoires qui sont très désagréables. J'ai un de mes professeurs qui disait, oh, ben, vous savez, les bactéries, elles sont là depuis bien plus longtemps que nous. Donc, en termes de survie, elles survivent beaucoup mieux que nous. Donc là, on doit aller à l'encontre d'organismes qui ont trouvé dans notre corps, enfin dans le corps de la personne, un moyen de survivre. Et donc, qu'est-ce que toi, tu pourrais dire aujourd'hui, le corps dans cette situation, il a besoin de quoi? Quel serait, je vais même aller un peu plus loin, l'équation de la résilience pour un corps qui est comme ça dans un champ de bataille H24. Ok. Alors, si tu le permets, je vais diviser la réponse en deux parties. Bien sûr, Je vais faire une partie sur la maladie de Lyme et une partie sur les maladies auto-immunes. c'est ça, Parce que même s'il y a une étiologie qui peut être commune, parce que enfin, j'expliquerai en quoi les infections chroniques peuvent provoquer de l'auto-immunité, c'est pas exactement la même approche. c'est ça. Du coup, pour la maladie de Lyme, je dirais qu'il y a, bon, en tout cas, il y a plusieurs piliers. Il y a d'abord le fait de drainer et d'ouvrir les organes émonctoires. C'est les organes à l'intérieur de ton corps qui sont en charge de la détoxification. Donc ça, c'est important. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut diminuer l'inflammation. La bactérie, elle va provoquer de l'inflammation là où elle a colonisé les tissus, les organes, etc.
Donc, baisser l'inflammation avec des plantes anti-inflammatoires ou même des médicaments anti-inflammatoires, hein, peu importe l'approche, c'est très important. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut diminuer la charge infectieuse. Mais la charge infectieuse globale, c'est-à-dire les bactéries, donc les borrélioses, mais aussi toutes les autres infections qui peuvent être présentes et qui ont été transmises par la tique, ou bien les infections qui se sont réactivées en toi, étant donné que ton système immunitaire, il est déprimé, fatigué. Donc, il faut aseptiser de manière assez large. C'est C'est ça. ça qu'il faut comprendre. Et avec des outils qui ne favorisent pas la résistance bactérienne. Et en fait, c'est pour ça que tant de personnes qui se traitent par antibiotiques ne vont pas mieux aux rechutes, parce que les borrélioses sont des bactéries très intelligentes qui ont développé de la résistance aux antibiotiques. C'est ça. Donc, donc ça, c'est vraiment les trois piliers fondamentaux, je dirais, pour la maladie de Lyme. Après, ce qu'on peut faire aussi, ça va être du cas par cas, c'est identifier et éliminer les potentiels facteurs aggravants. Donc, intoxication aux moisissures, aux métaux lourds, parfois il y a des infections, il y a des problèmes dentaires, donc des infections Mhm. parfois dentaires. Tout à fait. Ça peut être un trouble, un système digestif qui est complètement en vrac. Donc, ça, c'est important aussi parce que si la personne, elle combat déjà autre chose et que cette autre chose a permis à la maladie de Lyme de s'installer, bah, si on ne traite pas cette autre chose, la maladie de Lyme, elle va persister. C'est ça. Donc, c'est un vrai Cluedo, en fait. C'est une enquête. Exactement, et c'est ça le problème avec les médecins allopathiques classiques, c'est qu'en 10 minutes de consultation, tu ne peux pas faire cette exploration-là, tu ne peux pas faire C'est cette ça. enquête-là. En fait, c'est une vraie enquête où tu vas chercher, tu vas interroger la personne sur son passé, parfois même sur le travail qu'effectuaient ses parents, si jamais si jamais ils ont été en contact avec, exposés à des toxines. Enfin, tu vois, tu vas poser plein de questions pour essayer de reconstituer le puzzle, en fait, des facteurs aggravants de la personne qui souffre de Lyme. Donc, il y a ça. Et puis, il y a un autre aspect qui est important, c'est les soins réparateurs. Parce que quand tu as Lyme depuis longtemps, Hmm. bah, tu peux avoir des carences, tu peux avoir des déficiences, tu peux avoir un manque de collagène, tu peux avoir la gaine des mélines des nerfs qui est détruite, tu peux avoir des lésions au cerveau. C'est ça. Tous ces dommages collatéraux que la maladie a entraînés finalement dans ton organisme. Exactement. Et du coup, la deuxième partie de la réponse concerne plutôt les pistes à investiguer en termes de thérapie quand on a une maladie auto-immune. Alors, aujourd'hui, on comprend mieux les maladies auto-immunes, même si ce n'est pas encore complètement bien cerné par la médecine. Mais on sait déjà que l'état de la muqueuse intestinale Mhm. peut avoir un impact sur l'auto-immunité. C'est-à-dire que si ton intestin est poreux, c'est ce qu'on appelle le leaky gut, hyperperméabilité intestinale, ben en fait, tu vas avoir des débris alimentaires, des toxines, des antigènes alimentaires, des pathogènes qui peuvent traverser cette muqueuse qui est poreuse, rentrer dans le sang, et ensuite, ton système immunitaire va produire des auto-anticorps face à ça, ce qui peut favoriser l'auto-immunité. C'est ça. On sait qu'il y a certaines carences qui peuvent favoriser l'auto-immunité, notamment les carences en vitamine D. La vitamine D, elle est immunomodulatrice. Hmm. Et beaucoup de gens en Occident sont carencés. Donc avancé, tout à La, fait. Et ça, encore une la fois, vitamine A, c'est ce qui nous vient de cette modernité, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais si je vis dans un pays ensoleillé, c'est suffisant. C'est mieux, mais si on travaille à l'intérieur et qu'on ne sort jamais, c'est pas parce qu'il y a du soleil à l'extérieur, parce qu'on est employé dans une entreprise, que ça va automatiquement avoir un effet positif. Donc là, on est dans une situation où, et je suis très heureux de pouvoir t'entendre en parler de cette manière, euh, si on veut investir dans sa santé, dans cette immunité qui est ni trop affaiblie, ni trop forte, on doit faire cette enquête,
on doit pouvoir aller voir un petit peu son histoire. Et c'est là où tout à l'heure on en parlait, il y a plein de portes. Donc ça devrait donner énormément d'espoir à ceux et celles qui nous écoutent et qui ont peut-être quelques symptômes à gauche et à droite. Tant qu'ils n'ont pas investigué toutes ces portes, il reste, il reste des chances d'amélioration. Tout à fait. Il y a plein de pistes à explorer, à investiguer. Donc là, on a parlé de la vitamine D, mais il y a aussi la carence en vitamine A, en zinc, en sélénium. Ça, c'est important. Un déficit en antioxydants, un déséquilibre entre la proportion d'acides gras oméga 3 et oméga 6. Ça, c'est important. Après, il y a les facteurs environnementaux, donc l'intoxication aux métaux lourds. Ça peut provoquer un stress oxydatif qui est important. Et ce stress oxydatif-là, il peut endommager les cellules et les tissus du corps et libérer des antigènes qui peuvent être reconnus comme étrangers par ton système immunitaire, ce qui peut favoriser l'auto-immunité. Pour les mycotoxines, donc c'est les toxines qui sont sécrétées par les moisissures, pareil, on peut retrouver un mécanisme auto-immunitaire qui est favorisé, étant donné que les mycotoxines vont activer des cytokines pro-inflammatoires. En fait, l'inflammation chronique, ça peut favoriser l'auto-immunité parce que ça perturbe l'équilibre immunitaire. C'est ça. Et ça, Alors, évidemment, ici, on est entre deux professionnels, donc on voit toutes les opportunités extraordinaires qu'il y a de progresser, mais ceux qui nous écoutent pourraient petit à petit se dire, oui, mais alors, toutes ces opportunités sont aussi des risques d'être malade et de ne pas le savoir. Toi, avec ta pratique de naturopathe et spécialisé justement dans ces problématiques, est-ce que tu peux rassurer ceux qui nous écoutent? Ton cas est quand même un cas particulier d'avoir autant de symptômes. Quelle est la proportion? Alors, en même temps, évidemment, les gens qui viennent chez toi pour te voir, étant donné que tu es spécialiste, ils viennent quand même avec des symptômes aussi. Mais quel est le... Alors, une question un peu particulière, je ne pensais pas la poser, mais quel est aujourd'hui le risque global d'un occidental d'avoir, alors probablement une problématique, elle est très élevée malheureusement, mais plusieurs problématiques qui entraîneraient un tel engagement dans sa santé. oui. Alors, je ne veux pas paraître alarmiste, C'est ça. mais la probabilité, elle est de plus en plus importante. Pourquoi? Tout simplement parce que notre environnement, oui, notre environnement est de plus en plus pollué. Mm. Ça, pour moi, c'est la raison principale. C'est une évidence. Les polluants environnementaux, c'est-à-dire les pesticides, les additifs alimentaires, les perturbateurs endocriniens, les nanoparticules, la pollution électromagnétique, tout ça, ça va favoriser l'établissement de maladies auto-immunes ou d'infections chroniques, parce qu'il y a un lien entre les deux. Donc déjà, si les personnes qui nous écoutent peuvent faire attention à ce qu'elles mangent, en essayant plutôt de favoriser la nourriture biologique, couper le Wi-Fi la nuit, remettre un téléphone fixe filaire, déjà rien que ces petits gestes-là, bah, sur le long terme, ça peut vraiment Faire la permettre différence. de gagner en capital santé. Après, l'autre raison qui explique que le risque de développer ce type de pathologie est accru, c'est qu'on a de plus en plus d'infections dites froides. Mm. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'auparavant, on connaissait surtout les infections aiguës, très virulentes, où vraiment tu tombes très malade d'un coup, tu vas avoir de la fièvre, etc. Ton corps combat l'infection, et puis après, ça passe, et puis généralement, tu t'en sors très bien. Donc on avait ça, et on avait le contraire de ça, c'est-à-dire la flore commensale, les bactéries amies, celles qui sont bénéfiques pour notre santé. Et de plus en plus est en train d'éclore une troisième catégorie, c'est celle des infections froides, c'est-à-dire des infections chroniques de bas grade qui en réalité aimeraient faire partie de notre flore commensale, mais qui n'y arrivent pas. Et du coup, ces infections-là, qui sont aussi appelées des agents opportuns,
ou opportuniste, Opportuniste, en oui. fait, ça va provoquer une inflammation de bas grade dans le corps, chronique, et ça peut provoquer de l'auto-immunité parce que ton corps identifie qu'il y a des agents pathogènes qui n'ont rien à faire ici et va essayer de les combattre. Mais comme ces agents-là, par mimétisme moléculaire, vont en fait se confondre avec tes cellules ou vont partager des séquences d'acides aminés avec tes propres protéines cellulaires, bah, en fait, ton système immunitaire, il va attaquer tes propres cellules. C'est ça. Et ces maladies-là, bah, c'est tout ce qui va être maladie vectorielle lactique, Borrelia, Bartonella, Babesia, Ehrlichia, Rickettsia. Mais il y a aussi les virus herpétiques, EBV, Epstein-Barr virus, cytomégalovirus. On va retrouver aussi chlamydia, mycoplasme. Voilà, toutes ces infections-là qui sont de plus en plus. Alors, pour les virus herpétiques, la proportion, elle est assez stable. Mais pour les maladies vectorielles lactiques, le, la proportion de ces maladies-là est en train d'augmenter parce Augmenter. qu'on a de plus en plus de tiques, Mm. on a de plus en plus de tiques qui sont contaminés. C'est ça. Mais du coup, Adam, ça fait bientôt 10 ans que tu es dans dans ce voyage dans lequel tu as partagé tous les points positifs, le sens que tu as pu en trouver. Là, rappelle-moi, ça fait combien d'années que tu es sans symptômes importants? Mais ça fait 6 ans que je suis asymptomatique. Oui, là, ça fait exactement 6 ans parce que c'était l'été d'il y a 6 ans où je n'avais plus aucun symptôme. Alors, tout à l'heure, tu nous as bien dit que ce qui t'avait permis d'avancer, c'était l'amour de la vie. Mais dis-nous, Adam, est-ce qu'aujourd'hui, ces 6 années, c'était une prison parce que tu devais faire 1 million de choses importantes pour éviter l'environnement et la toxicité de l'environnement? Ou est-ce que malgré tout, et ça va, j'espère, rassurer ceux qui nous écoutent, malgré tout, malgré ce que tu as passé, tu profites de la vie aujourd'hui et tu aimes la vie que tu peux vivre dans la société, même si elle est agressante, agressive. Hmm. Eh bien, figure-toi que je profite davantage de la vie tout en étant en meilleure santé. Ouais, Donc, c'est tout à fait possible de concilier les deux. Et pour rassurer les gens qui peut-être se disent, oh, mais il y a trop de choses à faire, ça me paraît insurmontable, tout ça, voilà, qui ne sont pas forcément motivés parce que bah, c'est vrai que la vie est difficile, on n'a pas forcément le temps de s'investir autant dans notre hygiène de vie, notre santé, les gens sont parfois fatigués, voilà, sont très occupés, submergés. Mais en fait, on demande pas, enfin, il n'est pas nécessaire pour les gens que d'avoir une hygiène de vie qui est parfaite. Moi, je c'est suis ça. loin d'avoir une hygiène de vie qui est parfaite. Je mange du gluten, je mange du sucre, je me fais plaisir. Je- voilà, je ne suis pas dans une démarche austère, tu vois, où je... Mais tu es passé par cette période-là pour diminuer tous ces symptômes, réparer ce que la bactérie avait fait comme dégâts. Et donc, et c'est ça qui est important quand je travaille avec une personne qui est dans cette situation-là, c'est qu'il y a différentes étapes. Il y a une période limitée dans le temps dans laquelle il faut faire des concessions pour diminuer toute cette inflammation de bas grade. Une fois on a dépassé ça, on va réparer un peu les dégâts, mais après, on peut trouver, comme tu viens de le dire, un équilibre où on va pouvoir faire des écarts, on va pouvoir profiter de la vie sans pour cela avoir tous les symptômes qui remontent de manière exponentielle. Exactement. Quand on est dans le creux de la vague, qu'on est très malade, c'est vrai à ce moment-là, c'est mieux d'être très discipliné. La première année de traitement contre Lyme, moi, je faisais aucun écart. J'étais C'est ça. vraiment focus, focus. Une fois que ça va mieux ou que tu es complètement sorti d'affaires, bah, l'idée, c'est de trouver un juste équilibre entre tout ce que tu as appris, tout ce que tu as pu faire de très consciencieux en termes d'hygiène, et puis quand même ton ancienne vie où tu avais beaucoup plus de plaisir, de laisser aller, etc. C'est de trouver le juste milieu. Et puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que une fois qu'on a appris des habitudes
ou qu'on a mis des choses en place chez nous, c'est pas si compliqué que ça. Par Exactement. exemple, enfin, je te dis ça comme ça, mais au niveau des ondes, moi j'ai installé sur mon téléphone une application qui fait que le Wi-Fi s'éteint automatiquement le soir et s'allume le matin. J'ai enlevé tout ce qui était sans fil chez moi, donc j'ai câblé. Après, au niveau des moisissures, pour éviter que ça se redéveloppe, bah, en fait, tu nettoies avec du bicarbonate de soude. Généralement, ça, c'est suffisant. Voilà, tu fais de la prévention. Au niveau de l'alimentation, bah, il suffit d'aller plutôt dans des magasins où les aliments sont bruts, sont vivants, de préférence bio, de saison locale. Donc, en fait, tu fais des changements au niveau de tes courses. Au niveau du sommeil, ben, rien que par exemple, télécharger sur tes écrans une application qui supprime la lumière bleue le Oui, soir. tout à fait. Faire en sorte que ta chambre soit bien dans le noir quand tu vas dormir. Tu vois, c'est vraiment le cumul de plein de petites choses qui font que tu restes plutôt en bonne santé. Ça, tout comme c'est le cumul de petites choses qui entraînent cette problématique auto-immunitaire ou d'inflammation de bas grade. Et c'est parce qu'on ne s'en rend pas compte, on est passé dans un confort, dans de l'ouate pendant un certain nombre d'années, que finalement on a oublié les éléments de base qui, pour nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, selon la génération, auraient été tout à fait élémentaires. On a un stress de la journée, je le dis souvent en formation. Ben, nos arrière-grands-parents, ils avaient une journée difficile, une bonne nuit de sommeil et ça ira mieux demain. Sauf qu'aujourd'hui, on a une journée difficile, on reste devant les écrans, on scrolle, machin, bazar, et la nuit ne nous permet plus finalement de récupérer une journée qui aurait été difficile physiquement ou mentalement. Et donc, additionner tous ces éléments-là, et tu réponds probablement à ma dernière question, Adam, pour toi aujourd'hui, c'est si jamais on devait, toi et moi, faire une formation ensemble sur le respect du système immunitaire, moi je m'occuperai de la partie physique, toi de la partie euh, physiologique. Tous ces éléments-là sont des investissements dans notre système immunitaire, de pouvoir éviter de l'agresser continuellement et de finalement de le nourrir. Absolument. Et finalement, c'est des choses qui sont très basiques. C'est rien de sorcier. C'est travailler sur les piliers que sont l'alimentation. Donc, ne serait-ce qu'enlever tout ce qui est industriel. Voilà. On revient à une alimentation brute, naturelle, de qualité. On allie correctement les aliments entre eux et on travaille sur les conditions du repas. On mastique bien, on respire bien, on prend son temps et on prend du plaisir à manger. Donc déjà, rien qu'en faisant ça, au niveau alimentaire, ça va aller mieux. Après, il y a le mouvement. On essaye de faire un petit peu de sport. Dans les petites choses qui changent tout, bah, par exemple, au lieu de prendre le métro, si on peut prendre le vélo, bah, on prend le vélo. Si on est face à un escalator et à des escaliers, on va plutôt prendre les escaliers. On s'inscrit dans une salle de sport à côté de chez soi, sans faire des performances olympiques, ne serait-ce qu'aller courir 30 minutes C'est ça. ou faire de l'elliptique. Donc, se mettre en mouvement, travailler sur son sommeil, ça c'est très important. Donc bah là, c'est tout ce qu'on a dit. Et puis aussi, on peut, il y a plein de techniques. Le fait de lire le soir, ça peut favoriser l'endormissement, de prendre un bain chaud avec du sel d'Epsom, de prendre des plantes qui aident à dormir. Enfin, il y a plein de choses à faire. Après, au-delà de ces trois piliers-là, bah, il y a la santé mentale. Donc, essayer de s'entourer de gens aimants, essayer de vivre une vie épanouissante, ça, c'est fondamental. Et Euh, je pense qu'il y a un pilier que tu n'as pas encore énoncé, qui est commun à notre travail à tous les deux, et d'ailleurs c'est pour ça que ce podcast existe, c'est l'éducation, comprendre un peu comment notre corps fonctionne. Et là, je vais d'ailleurs recommander ton livre, que je n'ai pas encore lu, mais qui va bientôt faire partie de ma bibliothèque, c'est Lyme chronique, ma guérison naturelle, parce que ça peut permettre, au-delà de la maladie de Lyme, permettre d'encourager les gens à s'éduquer un tout petit peu. Je fais souvent la relation avec le smartphone parce que c'est quelque chose que tout le monde a maintenant.
probablement que la majorité des gens connaissent mieux les applications sur leur smartphone que les besoins de leur foie et de leur intestin pour pouvoir bien fonctionner. Donc, on n'est pas obligé de devenir naturopathe, nutritionniste, médecin pour pouvoir gérer sa propre santé, mais avoir les bases, ces piliers dont tu as parlé, qui étaient spontanés chez nos grands-parents parce que bah, c'était soit du bon sens, soit de l'éducation. Aujourd'hui, on doit faire cette démarche. Oui, tout à fait. Il faut que ça vienne de nous parce que la société, elle n'est pas forcément faite pour nous, pour qu'on soit en bonne santé finalement. Et du coup, dans ton livre, est-ce que ceux qui ne souffrent pas de la maladie de Lyme peuvent tirer quelque chose de la lecture, de pouvoir justement comprendre certains de ces piliers? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, la maladie de Lyme, c'est une maladie qui est multidimensionnelle et qui demande de travailler sur son hygiène de vie de manière générale, sur son terrain de manière générale, sur son immunité de manière générale. Donc finalement, c'est une maladie qui est très formatrice, très riche d'enseignements. Et donc, dans le livre, je partage tout ça. Donc, si on suit à 50% sans avoir la maladie de Lyme, si on suit à 50% ce que tu recommandes dans le livre, les gens vont sentir qu'il y a un changement. Ils vont avoir un bien-être qui va progressivement se définir. Oui, absolument, parce que si tu améliores ton alimentation, ton sommeil, que tu rentres plus souvent en contact avec la nature, que tu t'exposes plus au soleil, voilà, que tu fais des choses en nature, que tu prends des plantes pour détoxifier ton corps, drainer ton foie, tes reins, etc. Que tu apprends à gérer ton stress, euh, que tu fais plus de sport, ou même que tu fais du sport, parce qu'il y a des personnes qui ne font pas du tout de sport. Clairement. Bah, si tu fais tout ça, tu peux que aller mieux. Exactement. Après, Exactement. après, Du si coup, tu as une maladie auto-immune, si tu as quelque chose voilà, d'assez important qui est diagnostiqué, etc., bah, tout ça, c'est très bien, mais il y aura des choses plus spécifiques à faire pour exactement. ta Exactement. maladie. Et c'est là où je voulais en venir. Donc, il y a ce livre, il y a adam-nour.com qui est ton site internet avec plusieurs articles. D'ailleurs, il y a un article sur le zona que j'ai partagé, tu parles un tout petit peu de la problématique du zona que j'ai partagé récemment à une personne qui en souffrait. Je lui dis, tiens, lis l'article, tu verras, il y a peut-être des pistes. Donc, tu es également praticien naturopathe. Tu pratiques en ligne, tu pratiques dans une région en particulier. Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi si ceux et celles qui nous écoutent ont envie de passer une étape supérieure? Oui, alors je suis conseiller en naturopathie, ce qui fait que je n'ai pas besoin de rencontrer les gens en physique, étant donné que je ne propose pas de technique manuelle. C'est ça. Justement, les praticiens en naturopathie vont plutôt pratiquer des techniques manuelles. Le conseiller, c'est un échange comme on est en train de faire en ce moment, toi et moi. Et puis ensuite, en fonction de toutes les informations que j'ai pu regrouper, eh bien, je te fais ce qu'on appelle un programme d'hygiène vitale. Enfin, moi, j'appelle ça des recommandations. Et donc, je t'envoie un programme d'hygiène vitale autour de toutes tes problématiques en travaillant avec l'alimentation, l'herboristerie, l'aromathérapie, l'hygiène de vie. Voilà, c'est très complet. Et donc, pour te répondre, bah, je fais que de la distance. Je travaille depuis mon ordinateur, ce qui me permet de voyager énormément. Donc ça, c'est super. Et j'accompagne bah, des gens du monde entier finalement, donc énormément de personnes en France, évidemment, les pays francophones. Donc ça va être en Suisse, en Belgique, au Canada, au Maghreb, dans les dom-toms. Et puis parfois un petit peu de personnes anglophones. Donc parfois je vais avoir je vais faire de temps en temps des clients qui viennent des États-Unis, d'Australie, d'Angleterre. Donc,
Et du coup, comment est-ce que tu travailles par rapport aux données biologiques? Est-ce que tu vas recommander des prises de sang spécifiques et pouvoir travailler sur ces données-là? Alors, oui et non. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément commencer avec ça parce C'est que ça, j'estime que déjà, en décryptant l'anamnèse, c'est-à-dire l'histoire de la personne, ses symptômes, et puis aussi en lisant toutes les analyses qu'elle a déjà pu faire, parce que généralement, c'est des gens qui ont déjà fait pas mal d'analyses, hein. c'est ça, Déjà, ça me donne beaucoup d'informations et ça va me permettre de, d'avoir plusieurs choses à leur recommander. Les analyses, je vais plutôt les utiliser plus loin dans l'accompagnement si jamais on plafonne. c'est ça. Si à un moment, la personne ne s'améliore plus, mais là, oui, je peux utiliser par exemple des tests capillaires pour voir s'il y a des métaux lourds. Ça. Je peux utiliser des tests urinaires pour voir s'il y a des mycotoxines. Je peux orienter vers des tests métaboliques aux États-Unis ou bien des tests pour avoir un avis, enfin un avis, pour avoir une image précise de ce qui se passe au niveau de la flore C'est intestinale, par ça. exemple. Parce que justement, dans l'enquête dont on parlait tout à l'heure, en mettant en lien les symptômes et l'histoire de la personne, tu peux déjà corriger énormément de choses dans leur hygiène de vie, je dirais, quotidienne, mais aussi faire des corrélations entre bah, si la personne a eu, par exemple, une anesthésie générale ou si la personne a eu une commotion cérébrale. Mais tout ça sont des éléments qui peuvent déjà indiquer une problématique X, Y ou Z. Ou quand est-ce que les symptômes ont débuté, si c'était après un voyage ou des choses comme ça. Et donc, c'est intéressant et tu confirmes un travail que je fais qui est très similaire au tien, c'est que on n'est pas obligé d'avoir tout de suite l'information biologique parce que d'ailleurs, chez toi, bah, les prises de sang, sans savoir exactement ce qu'on cherchait, on ne trouvait rien. On trouvait rien. Et Et que c'est souvent onéreux aussi d'ailleurs. exactement. Alors, les prises de sang qui sont remboursées, je sais pas comment ça se passe au Canada, je ne suis pas sûr que ce soit remboursé, mais en France, c'est pas cher. Mais quand on veut faire des tests plus poussés dans des laboratoires spécialisés, où on va regarder par exemple les allergies alimentaires, bah, ça coûte cher et c'est pas 100% fiable. Je parle pour les allergies alimentaires, par exemple. C'est ça, Du coup, c'est plutôt opter pour ce qu'on appelle le régime d'exclusion. Donc, c'est on ça. enlève une famille d'aliments et on voit comment, si la personne va mieux. Après, après c'est très, ça va vraiment dépendre de chaque personne et ça va dépendre aussi du test considéré. Il y a des tests qui sont très fiables. Les tests, par Oui. exemple, pour les mycotoxines urinaires, c'est très fiable. Les tests pour la candidose, donc le test des métabolites organiques urinaires, test Mhm. mou, c'est très fiable. Généralement, les tests pour EBV, virus herpétique, c'est très fiable. Euh, donc, ça va être du cas par cas. Du cas par Mais cas, mais en effet, déjà, au travers du questionnaire et des réponses qui sont apportées, il y a déjà pas mal de choses qui se dessine. qui se révèlent, qui se Oui, dessinent. Et du coup, il y a pas mal de solutions qui sont proposées. c'est ça. Et du coup, ceux et celles qui nous écoutent, s'ils veulent entrer en contact avec toi, le plus facile, c'est à travers ton site? Oui, tout à fait. Toutes les informations sont regroupées sur le site adam-nour.com, c'est-à-dire qu'il y a mes articles, il y a toutes mes vidéos, il y a le descriptif de mon livre, et on peut aussi prendre rendez-vous si jamais on est intéressé par une consultation. Oui. Est-ce qu'il y a une liste d'attente? Est-ce que tu es à ce point occupé pour devoir attendre un mois ou deux, ou est-ce que c'est facile aujourd'hui pour... Mais il y a un an d'attente. Non, je rigole. Non, non, Je te le non. souhaite, mais en même temps, c'est vrai que dans ce cas-là, c'est compliqué pour les gens. Non, écoute, là, je dois avoir. Généralement, ça se compte en semaines. C'est ça. Ça peut être. Parfois, c'est une semaine, parfois, c'est deux, trois semaines, maximum un mois. Voilà, mais c'est tout à fait, voilà, on peut effectivement s'organiser à ce niveau-là. Mais c'est vrai que certains spécialistes, parfois, que j'avais dans mon réseau anciennement, il fallait 2 ans avant d'avoir un rendez-vous. Et là, c'est quand même relativement stressant pour la personne pour pouvoir avoir, je dirais, des nouvelles pistes. Mais en tout cas, Adam, ça m'a fait vraiment très plaisir de t'avoir en interview.
J'espère que ceux et celles qui nous ont écoutés peuvent voir de nouvelles pistes, quel que soit, je dirais, le challenge, qu'il soit physique ou émotionnel, puisqu'ici, tu l'as dit, c'est une expérience qui t'a bousculé, qui t'a fait passer par différentes étapes. J'espère que à la fois ton témoignage et ton expertise avec les options et les stratégies possibles ont permis à chacun de voir justement cette capacité de résilience du corps qui est extraordinaire. On le voit, 6 ans sans symptômes pour toi. Après, et là, je vais vraiment inviter ceux et celles qui nous écoutent à lire ta biographie sur ton site en entier, parce que j'ai cité quelques symptômes que tu avais vécu à l'époque, mais on se demande comment c'est possible qu'un système nerveux puisse, je dirais, euh, vivre à travers un nombre incalculable de symptômes. Donc, tu es la preuve vivante que, en mettant toutes les pièces du puzzle l'une à côté de l'autre, personnalisées, eh bien, on peut à la fois profiter de la vie et sortir de cette souffrance. Merci beaucoup, Adam. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bon pour les prochains mois? Est-ce que tu as des nouveaux projets? Est-ce que tu as des choses qui s'en viennent? Oui, bah écoute, ce qu'on peut me souhaiter, bah, c'est la santé, hein, parce que c'est notre bien le plus précieux finalement. Au niveau des projets, eh bien, je suis en train de rédiger un deuxième livre en ce moment sur les troubles ORL. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé, mais j'ai eu beaucoup de troubles ORL et j'ai beaucoup étudié la question aussi, comme Lyme, hein, finalement. Donc là, je suis en train d'écrire un deuxième livre sur ça. Et sinon, ben, de continuer à vivre de manière épanouie, comme c'est déjà le cas, en espérant être le plus se préserver possible par la vie, parce que cette vie est remplie de surprises, parfois très positives et parfois moins. Tout à fait. Et ce livre, tu as déjà une période, je sais qu'un livre, c'est compliqué au niveau d'un timing, mais est-ce que tu as une projection pour une date? Je sais pas. En fait, je Pas ne sais encore. pas. Là, j'ai déjà pas mal de contenu. J'ai rédigé déjà 225 pages. Mais je ne sais pas, en fait, si je vais partir sur un livre très chargé et où il n'y a pas beaucoup d'images, comme un livre classique finalement, ou bien si je fais quelque chose de plus compact, de plus simple, avec beaucoup d'infographies. En fait, je ne sais pas trop. Et puis, j'ai vraiment envie de prendre le temps, parce que ça presse pas en soi. C'est ça. J'ai vraiment envie de prendre le temps. Et puis, l'idée de ce livre, c'est d'aller explorer toutes les causes des troubles ORL dont on ne parle jamais et toutes les solutions aussi qui ne sont pas connues. Donc, il y aura une partie sur tous les symptômes et toutes les causes classiques avec les solutions classiques, mais aussi toute une partie, et c'est ça la plus-value, je pense, sur les causes et les solutions dont personne ne parle. Ok. Eh bien, écoute, je serai attentif à la sortie de ce livre et j'en profiterai pour repartager cette interview dont j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Un tout grand merci, Adam, pour ta générosité, pour ta disponibilité. À toutes et à tous, eh bien, prenez soin de vous. Euh, allez voir les articles de Adam et prenez son livre et débutez quelque part. Quelle que soit la stratégie que vous allez prendre en premier, vous allez voir que ça va faire un effet boule de neige. Et donc, jusqu'au prochain interview. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt, Adam. Merci David, à bientôt.